Cool. Alors voilà, comme je vous le disais, on a perdu quelques minutes, mais c'est que du bonheur, puisqu'effectivement, ça sert d'intro. Je fais un peu de teasing. On est dans un endroit tenu secret, puisqu'effectivement, on est au fin fond d'un bâtiment dans lequel se cachent plusieurs machines, mais aussi surtout une personne super intéressante. Voilà, c'est parti avec des nouveaux numéros. L'image, elle arrive, hein, je te rassure, Anne, je fais du teasing, je meuble, pour pouvoir simplement vous montrer ici un décor assez particulier, puisque c'est pas le mien, c'est pas mon studio. Oui, tadam. Allez, je vais balancer à l'image mon invité qui est super intimidé parce qu'en fait il sait pas à quelle sauce il va être mangé. Je contrôle une dernière fois pour voir que effectivement le live fonctionne et que vous voyez maintenant à l'écran Laurent Genoux. Voilà, j'ai décidé de quitter mon studio des montagnes pour aller à la rencontre d'un entrepreneur qui m'a bien épaté. Vous êtes à bord de la saison 6, épisode 7. On va parler impression 3D comme business, puisqu'effectivement, dans le cas précis, j'avais envie d'aller à la rencontre de quelqu'un qui m'épate, puisque dans ce qui va nous animer ce soir pendant une petite heure, un peu moins, puisqu'on a déjà grillé quelques minutes, on va parler d'impression 3D. Bonsoir Laurent. Salut Thierry. Tu nous accueilles ici dans les murs de Wicked Robot. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Alors, on dit Wicked Robot. Donc là, je viens de me prendre une claque. Voilà, on prononce autrement que ce que je vous ai balancé. Et en deux mots, s'il fallait dire ce que c'est, Wicked Robot. Alors, Wicked Robot fabrique des objets décoratifs imprimés en 3D. Et puis, j'essaye de faire de l'impression 3D un procédé de production en série. Ce qui n'est pas une évidence, hein, puisque a priori, l'impression 3D, c'est plus quelque chose qui est perçu pour faire du prototypage ou des petites séries. Mais moi, j'essaye vraiment de l'utiliser pour faire des grandes séries, des moyennes séries, des grandes séries. Hors caméra, Laurent me disait qu'en fait, généralement, l'impression 3D, elle est utilisée pour faire du maquettage, pour faire des prototypes. Et lui, vous l'entendez peut-être un petit peu parce que j'ai un super micro en même temps. Il y a plein de machines qui tournent. Il fait bon chaud. Moi, j'avais mis un pull parce que c'est l'hiver. Mais en fin de compte, ici, on peut se tenir en t-shirt. Et dans le cas précis, voilà, Laurent est parti en mode industriel pour de l'impression 3D. On va y revenir. Mais d'abord, peut-être pour faire connaissance avec ton parcours. Laurent et moi, on se connaît depuis de nombreuses années, mais tu es, bonjour, nous dit Anne. Bonjour Catlette, bienvenue à bord. Mamounette, merci beaucoup pour ton retour. A priori, ça fonctionne. Je vais poser mon téléphone pour que je puisse avoir le meilleur réseau, puisque c'est lui qui nous permet d'être en live ce soir. Peut-être un petit retour sur la genèse de tout ça. Peut-être la première fois que tu as fait connaissance avec l'impression 3D, c'était à quel moment et pourquoi tu t'es intéressé à la 3D? Oui, alors ça c'est une bonne question. J'étais en Asie, j'ai vécu 9 ans en Thaïlande. Et puis, c'est vrai que j'avais besoin d'un hobby technique. Donc, j'ai découvert l'impression 3D, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et puis j'ai découvert l'impression 3D simplement en achetant une imprimante. J'avais un petit peu de temps à disposition pour bidouiller, pour comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, la première chose que j'ai décidé d'imprimer, c'est une prothèse de main et de bras pour une personne qui était handicapée. Donc en fait, moi je voyais un petit peu ce qui se passait dans le monde de l'impression 3D, des gens qui bidouillaient. Ils faisaient un petit peu du tuning de leur machine pour voir ce la meilleure qualité qu'ils pouvaient avoir. Et puis ils imprimaient pour leurs tests des petites figurines ou des petits objets avec des filaments colorés assez banal. Et puis je me suis directement lancé dans un projet qui s'appelle Enable Future, qui est une série de prothèses open source qu'on peut s'imprimer avec une imprimante de grand public, une imprimante de bureau. Et ça a été une aventure géniale parce que ça m'a pris
Donc, en fait, en lieu et place de t'amuser à faire quelque chose qui pourrait ressembler à de la confection d'objets, de porte-clés, de choses comme ça, tu t'es vraiment intéressé à un vrai projet porteur d'utilité. Parce que à ce moment-là, je pensais que l'avenir de l'impression 3D, c'était pas les objets manufacturés. Je suis revenu depuis, on en parlera. Mais surtout, je pensais qu'il y avait une courbe d'apprentissage assez aiguë. En fait, il fallait que je me confronte à un défi qui était qui était, à mon sens, plus important que de faire un vase ou un porte-clés. Ouais. Bon, tu as les salutations en forme de coucou Laurent par Kyrian. Voilà. Voilà. Donc, a priori, voilà, il y a déjà des admirateurs. Bon, ok, sur le papier, ça a l'air super simple, mais comment on fait pour réaliser une main articulée en 3D pour rendre l'usage d'une main, alors ok, artificielle, à quelqu'un qui a perdu un membre, qui a eu un accident ou une malformation? C'est pas anodin de s'essayer à trouver le bon modèle, à faire que ça puisse s'adapter au poignet. Puis surtout, à l'époque, on en avait parlé, tu as fait les frais de tester plein de matériel, plein d'imprimantes et aussi plein de matériaux. Ouais, c'est pas anodin, comme tu dis, c'est même complètement con de commencer par ça. Mais, euh, mais en fait, moi, j'aime bien les défis. Et il faut dire que j'ai pas été le concepteur de ce projet. C'est une asso mondiale qui s'appelle Enable, qui a, qui a des fichiers en fait paramétriques à disposition. Paramétrique, ça veut dire que on prend les mesures du membre lésé chez la personne. En l'occurrence, c'était pas un membre lésé, c'était une malformation congénitale chez Arvin, qui était le premier bénéficiaire de la première prothèse que j'ai imprimée. Puis donc, on prend les mesures de son membre valide et puis on les rentre dans un customizer, qui est un programme informatique qui va nous générer toutes les parties de la prothèse. Alors, ça peut sembler facile parce qu'effectivement, c'est un logiciel qui nous sort toutes les pièces qu'on doit imprimer. Le problème, c'est que toutes ces pièces, elles ont chacune une géométrie différente. Et puis quand on n'a jamais rien imprimé en 3D, on se confronte à tout un tas de problèmes. On travaille sur une méthode qui est donc la fabrication additive, couche par couche d'un plastique en fusion. Donc on peut penser évidemment qu'en fonction de la géométrie de la pièce, on va avoir des zones où le plastique va pas prendre la forme désirée ou qu'on va avoir du mal à monter si on parle d'un doigt par exemple, comme j'imprimais les doigts à la verticale, j'arrivais quasiment jamais à faire un doigt. Quand le premier doigt est sorti, c'était 3 heures du matin, c'était la fête. Il en faut 5. Il en faut 5. Ouais. Donc, non, ça c'était vraiment, vraiment très cool. Parce que dans une prothèse de bras, il y avait des pièces qui étaient imprimées d'un seul tenant, par exemple les phalanges, et des pièces qui étaient imprimées à plat et thermoformées par la suite. Il y a une question, c'est vrai que je me la suis posée. Il y a Anne qui demande, mais est-ce qu'on a besoin de connaissances médicales pour faire ça? Alors, Laurent nous a parlé de modèles qui existent. A priori, il y a un modéliseur qui nous permet d'avoir, je pense, les proportions pour faire que la main, les doigts et tout ça puissent être raccord. Mais est-ce qu'on rentre dans des considérations médicales? N'hésitez pas, la chat, à partager, à liker et à me reposer des questions, puisqu'effectivement, j'optimise la transmission de ce réseau par mon téléphone que je planque là sur le côté. Question donc, connaissance médicale? Oui, non, pas nécessaire? Alors moi, personnellement, j'ai aucune connaissance médicale, si ce n'est ma culture générale, donc ça, c'est pas suffisant, évidemment, pour ce genre d'application, mais ce que j'ai envie de dire par rapport au fait de fabriquer une prothèse pour quelqu'un qui n'en a jamais eu, puisque ça se passait en Asie, c'était une personne qui venait des Philippines, qui avait 20 ans et qui n'avait jamais eu l'occasion de bénéficier d'une prothèse, c'est qu'il y a 2 fonctions en fait dans la prothèse. Il y a une fonction qui est de récupérer une certaine préhension, une mobilité, pour rattraper des choses comme on le fait nous
tous les jours. Et il y a une deuxième fonction qui est pas moins importante, c'est le regard des autres, en fait. C'est la fonction sociale. Exactement. Alors, je dirais, moi, j'ai compris une chose dans les 5 minutes où on a équipé Arvin de son bras artificiel, c'est qu'une personne qui a un handicap, elle est souvent perçue dans la société comme quelqu'un qui est diminué, qui a quelque chose en moins. Puis tu lui ajoutes une prothèse, en réalité, c'est quelque chose en plus. C'est un truc qui attire le regard, les gens posent des questions. Et puis, on a eu une expérience assez extraordinaire, si j'ai une minute pour la partager. C'est qu'une fois qu'on a mis la prothèse, qu'on a équipé Arvin avec sa prothèse, il a eu instantanément des gestes, alors qu'il n'avait jamais eu de membres. Son avant-bras, il terminait juste après le coude. Alors, il a commencé à tenir un truc et à montrer quelque chose avec son doigt ou se gratter l'oreille instinctivement, instantanément, en 2 minutes. Puis après, comme on trouvait ça génial, on est allé acheter des bières pour fêter ça au 7-Eleven, à l'épicerie du coin. Et puis là, il y avait une toute petite fille, elle était haute comme 3 pommes, elle devait avoir 3 ans, à tout casser. Et elle est allée demander à Arvin qu'est-ce que c'était que son bras. Et puis, Arvin est allé lui serrer la main, donc avec sa main robotique. Alors, c'est pas électronique, hein, ça fonctionne avec des élastiques pour attacher la queue des vaches et des fils de pêche. Mais ça fonctionne super bien. Et ça se répare facilement aussi. Ça se répare super facilement. Et on l'a testé dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire water park, donc parc aquatique et jet ski. Il a perdu une pièce. Ah ouais, carrément, d'accord. Je suis obligé de t'interrompre parce que ce soir, le thème est tellement passionnant que ça fuse au niveau questions. Alors tu me réponds tout de suite ou alors on parle juste après. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on parle impression 3D. Actuellement, on parle de la genèse du business de Laurent qui s'est lancé dans l'impression 3D, on va dire industrielle. Tout a commencé avec la création d'une prothèse de main d'avant-bras, puisqu'effectivement, il n'avait pas envie de faire des gadgets, des porte-clés comme on pourrait le faire en partant avec une impression 3D. Il a fait les frais de tester plein de matériaux, plein d'imprimantes, il les a montées lui-même. Et puis, là, il y a une question de la chatroom. Est-ce que tu t'es retrouvé à utiliser du logiciel open source? A priori, ça semble être important de savoir si ce code source existe, il se partage, il se véhicule. Alors oui, puisque la toute première imprimante 3D que j'ai utilisée était donc un kit chinois. Le logiciel, c'était le logiciel qui contrôlait l'imprimante était un logiciel open source. Mais ceci dit, je me suis vite orienté vers un logiciel du marché qui s'appelle Simplify 3D, comme Slicer. Donc pour contrôler les paramètres d'impression, il est pas cher, il est 150 francs. Mais c'est vraiment quelque chose, ça c'est un must si tu veux vraiment contrôler tous les paramètres de ton imprimante. Il y a des équivalents comme Slicer qui sont open source. Ceci dit, moi je suis parti sur le pendant commercial. Ouais. Alors peut-être que c'est une question qui découle de la précision que tu viens de nous donner. Il y a quelqu'un dans la chatroom qui demande est-ce que Marvin a obtenu une motricité fine grâce au modèle que tu as créé, grâce aux matériaux, grâce à tous les tests que tu as faits? Parce que tu parles de jet ski, de sport et tout. Ouais, alors je rigole déjà parce que je vais vous expliquer comment on a testé les fonctionnalités de la prothèse. On a testé avec des verres de pinard en fait. Parce qu'en fait, je me suis dit le verre, c'est un truc hyper sérieux comme test parce que en fait, tu as un centre de gravité qui est bas, un verre à pied, il a le pied, enfin c'est quelque chose qui est rempli de liquide, donc ça fait son poids. En plus, la surface est hyper lisse, donc il peut glisser très facilement. Il faut savoir qu'on utilise du plastique dans l'impression 3D, donc c'est quelque chose qui est assez glissant, enfin qui n'a pas un grip. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des embouts de doigts en caoutchouc. Donc j'ai imprimé des moules avec l'imprimante 3D et j'ai moulé des bouts de doigts en latex qu'on a mis sur la prothèse. Voilà. Et pour les fixer de façon définitive? Pour les fixer, alors effectivement, on a rajouté encore un peu de latex dans chaque truc pour pouvoir les fixer de manière définitive. Ouais. Et puis alors, du coup, on a fait un truc qu'on a appelé le Morito Challenge, c'est-à-dire que s'il arrivait à boire son Morito convenablement sans s'en foutre partout, on avait réglé le problème, quoi.
Ça, c'est du test. Morito Challenge, c'est pas mal. Alors, je m'excuse auprès de vous si effectivement ça lag un peu, si on a des petits problèmes de connexion. Rassurez-vous, on enregistre tout ça, donc le replay sera top moumoute pour la qualité de relecture. Hein. Vous aurez tout le droit, tout le loisir et le droit de repartager, de recommenter tout ça. On est dans les sous-sols d'un bâtiment, le Wi-Fi faisant défaut. Et bien voilà, on partage un peu de 4G pour vous rendre cette opération tout à fait possible. Alors je vois plein d'émoticônes avec des verres de champagne, des verres de bière. La classe me dit Anne et tout le monde est mort de rire. C'est moi ou la Suisse qui bug. Non, je viens de te le dire, il n'y a pas de souci. Désolé, on est dans un lieu tenu secret puisqu'effectivement là il y a plein d'imprimantes qui tournent pendant qu'on parle. D'ailleurs il fait très très chaud, mais ça va encore. Je vais garder mon pull jusqu'à la fin. Non, pas besoin d'ouvrir la fenêtre, ça va le faire. Donc, tu crées une nouvelle prothèse et Laurent, il est un peu quand même modeste parce que tu pousses le vice carrément à impliquer la communauté. C'est ta première expérience de crowdfunding et d'implication de la communauté. Comment ça t'est venu? Pourquoi tu as mis en route tout ça? Et qu'est-ce que ça a donné? Oui, alors, je pense que c'est essentiel en fait que Arvin puisse passer un petit peu de temps chez moi avec une imprimante 3D pour apprendre aussi à s'en servir, pour qu'il puisse éventuellement produire des pièces de rechange. Dès le début, tu as pensé à l'idée qu'il lui fallait aussi une imprimante 3D pour réparer des pièces ou agrandir sa prothèse? Non, j'ai plutôt pensé en fait qu'il fallait que si la prothèse n'était pas un perfect fit, c'est-à-dire que si elle lui convenait pas tout à fait, il faudrait qu'on réimprime une pièce pour la thermoformer à nouveau, etc. Mais en fait, le truc c'est que Arvin a été intéressé tout de suite au maniement de l'impression 3D. J'ai passé quelques heures avec lui. Il s'est vraiment aussi pris de passion pour ça. En étant aussi concerné, hein, ça a aidé. Et puis, comme j'avais fait un peu de storytelling autour de ce projet, j'avais proposé en fait à ma communauté, à mes amis, à ma famille de mettre un petit peu d'argent pour lui payer ce billet d'avion pour qu'il puisse venir. Donc moi j'étais sur une île à Koh Samui en Thaïlande, lui était sur une île à Davao aux Philippines. Donc le trajet a pris 2 jours, 4 avions pour venir. Oui, puis en plus, tu me l'as dit hors caméra, tu t'étais adressé à des communautés qui existent un peu partout, tu n'avais rien trouvé en Thaïlande, là où tu étais basé. Et donc, du coup, c'est tombé sur la Philippine. Et sur les Philippines. Et là, en plus, il était super intéressé par le sujet. Ah oui. Lui, il était impatient parce qu'en fait, à 20 ans, c'était sa première prothèse. Il n'avait jamais eu l'opportunité d'avoir Il faut savoir qu'une prothèse, un simple crochet, une pince, ça coûte déjà $15,000. Donc... Ouais. Et là, sans dévoiler le prix, mais je sais que tu es à l'aise d'en parler, puisqu'effectivement tu as lancé cette campagne de financement. Combien coûte une prothèse qu'on peut imprimer en 3D, qu'on peut faire évoluer, puisqu'après tu l'as formé à l'usage de l'impression? Oui, alors là, c'est le prix de la matière première. Hein, 400 grammes de matière première, c'est $15. Ouais, non, Voilà, donc je ne sais pas si tu as des liens à partager parce que l'aventure continue sûrement pour plein d'autres gens. D'ailleurs, toi, tu es tombé comment sur ces plateformes, sur ces communautés? Tu en as cité une, tu vas peut-être redonner l'URL, mais je sais pas, comment tu t'as fait? Tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, ah bah tiens, je vais faire des prothèses. Alors je sais, c'était pour pas faire des gadgets à la con en forme de porte-clés, mais Laurent, il a le chic pour trouver à la fois la bonne plateforme, la solution en ligne et le site qui va avec pour que tout ça s'enquille correctement. Ouais, j'avais vu des reportages, je crois que c'était sur Mashable ou un site américain, un communiqué de presse, un truc comme ça. Enable the Future, la plateforme qui met à disposition plusieurs modèles de prothèses open source prêtes à l'impression 3D. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ces dernières années. C'est une communauté qui est forte de 5000 membres au moins et ça s'agrandit tous les jours. En fait, l'idée
qui sous-tend cette communauté, c'est absolument génial. C'est de dire chacun avec une imprimante 3D peut créer une ou deux prothèses, il n'est pas obligé de faire ça toute sa vie. Et puis si on équipe les bénéficiaires qui sont déjà à côté de chez nous, dans le quartier ou dans notre ville, on pourrait solutionner le problème des gens qui n'ont pas accès à une prothèse en quelques années, quoi. Alors à propos de prothèses, là j'ai Frigo 13 qui dit « Je porte une attelle en carbone pour ma jambe, prix 4000 €. » Donc c'est juste incroyable. Je pense que vu les matériaux que tu as pu tester, on peut arriver à des solidités assez fortes. Est-ce que c'est peut-être une solution pour Frigo 13 ? Il y a Bruno de Montréal que je salue qui me dit il faudrait peut-être une moumoute pour la prochaine édition de Thierry. Je parle bien sûr d'un couvre-micro et tout de suite plus loin on me dit ah ben tiens une impression 3D. Peut-être que je vais confier ça à notre ami Laurent, mon invité de ce soir pour faire peut-être aussi une nouvelle déco de micro. Et puis, qui c'est qui parlait ah oui, voilà, c'est Guita Papa qui dit évidemment pas de prothèse mammaire plastique, trop dur. Non, ça on peut pas tout imprimer non plus. Exactement. Là, dans le cas précis, je valide pas. Ça serait pas très agréable. Voilà. Laurent répond la bonne impression autour de lui. Oh, c'est joli, ça c'est joli. Oui, alors c'est vrai que il a un slip en téflon qui lui a coûté très cher. On a beaucoup d'humour ce soir dans la chatroom. C'est vrai que Laurent, il est assez incroyable pendant qu'il s'allume une clope parce qu'il a le droit, il est chez lui et puis en plus c'est une cigarette électronique. Laurent a un parcours assez étonnant qui m'a toujours épaté puisque généralement c'est quand on est plus vieux, quand on est plus mature qu'on se dit allez je planque tout, je me casse, je vais vivre autrement, je vais m'inventer un nouveau métier. Non, lui il l'a fait très jeune, avant la trentaine. Il a vécu très longtemps en Asie. J'ai eu l'occasion de lui rendre visite. Et quand je suis arrivé dans sa villa à Samui, eh bien j'ai vu plein d'imprimantes, plein de pièces d'imprimantes. Et c'est là que effectivement ça a été les prémices de ces projets. Qu'est-ce qu'il est devenu de ce projet de prothèses? Tu as gardé le contact, mais tu as aussi démarré donc ces campagnes. À quoi elles ont servi justement ces campagnes de financement? Alors, effectivement, moi j'ai une année plus tard, j'ai redéménagé, je suis revenu m'établir en Suisse pour des raisons personnelles, mais j'ai transféré mon atelier à un designer 3D qui travaillait avec moi justement sur ces prothèses. Je lui ai donné tout le matos et lui, il a continué à faire vivre l'idée. Et puis il y a aussi Arvin qui est parti chez lui aux Philippines pour ouvrir un chapter de l'assaut. Il est devenu ambassadeur de cette technologie. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est génial. La vitesse à laquelle ça peut se propager, c'est juste génial. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on ne peut pas tous faire ça toute notre vie. Donc en fait, si chacun peut en faire quelques-unes, ça peut être... Il y a quelqu'un qui disait dans la chatroom, ça doit venir justement des individus, ça vient pas forcément de la société. Laurent est un exemple et rien que pour ça, eh bien, on peut le féliciter. Merci à celles et ceux d'ailleurs qui tapotent sur leur écran et qui nous balancent des cœurs. J'en vois que 2 pour le moment. Vous avez le droit d'appuyer sur les 3 petits points en bas à droite pour partager ce live. Bien évidemment, le replay, c'est aussi possible. Vous aurez l'occasion de revivre tout ça. Et si vous vous posez des questions, pourquoi il y a un peu de bruit derrière moi ? C'est parce qu'en fait, on vous a mis un peu de décoration, on fait tourner des imprimantes, on va venir en détail, on va vous faire découvrir l'atelier de Laurent. Je regarde juste s'il y a des questions. Il y a Anne qui nous dit c'est top, voilà, et elle nous dit aussi le cerveau, on ne sait pas encore faire. Oui, il n'y a pas d'impression 3D pour le cerveau, c'est clair et net. Il y a Mamounette qui nous dit bravo, rien que pour ça, merci, je t'envoie plein de cœurs. Anne et Mamounette, merci d'être au rendez-vous pour ce rendez-vous en dehors de Suisse, j'allais dire. On est toujours en direct de Suisse, mais on est ailleurs. On est dans une belle région qu'on appelle la Gruyère. Si vous connaissez, c'est un excellent fromage qui est rattaché à ça. Et attention, le Gruyère n'a pas de trou. Voilà, on va justement passer de cette prothèse, de l'impression 3D, de ton expérience, à ce projet qui pour moi m'épate, puisque tu es revenu en Suisse et en moins de 9 mois, tu as monté une entreprise, un business qui est juste incroyable. En quelques mots, en quoi il consiste ? Alors, Wicked Robot, c'est une fabrique d'objets
décoratifs imprimés en 3D. Alors jusqu'à maintenant, on connaît la production en série, chacun a la même lampe qui vient du même distributeur sur sa table de nuit. Et puis ça, c'est fait avec des moules d'injection plastique, probablement en Chine. Et puis on en fait 200 000 pièces, à moins, c'est pas rentable. Donc quand j'ai compris un petit peu comment me servir d'une imprimante 3D, j'ai été tenté de faire des choses un petit peu plus personnalisées, un petit peu plus spéciales ou spécifiques. Et puis j'ai compris qu'on pouvait monter des formes en impression additive avec plein avec des structures hyper intéressantes, avec des découpes qui permettent de projeter des ombres et qu'on pouvait faire jouer la lumière sur ces structures de manière assez spectaculaire. Donc ça m'a tout de suite intéressé. La communauté d'impression 3D expérimentait beaucoup ces dernières années avec ce genre de procédé. Et puis je me suis dit qu'il y avait une possibilité de produire pas des grandes séries de 100 000 pièces, mais des petites séries de 100, 200 pièces, voire des moyennes séries de 1000, 2000, 3000 pièces, pour éviter qu'on ait tous la même lampe à la maison, en fait. Et puis, c'est un défi que j'ai décidé de relever. Et ça a énormément plu en fait autour de moi. J'ai mes amis, ma famille, et on voulait tous. Au début, j'utilisais ça comme cadeau. Hein. Quand je suis revenu d'Asie, je vais faire des lampes à tout le monde. Ça leur a plu. Et puis j'ai aussi eu une période où financièrement c'était un petit peu compliqué, puisque j'ai un petit peu tout laissé tomber en Asie. Et puis pour revenir en Suisse, où on est quand même sur un pays qui est assez cher à vivre. Donc j'avais besoin d'argent, je me suis mis à vendre un petit peu mes productions sur les réseaux sociaux. Et puis il s'est trouvé que ça se vendait très très bien. Donc là, la question en fait des modèles que j'imprimais, qui existaient dans la communauté d'impression 3D, des types de lampes qu'on pouvait télécharger sur des plateformes. Mais j'avais un petit peu la question des droits d'auteur qui se posait. À partir du moment où tu en vends 5 ou 6, tu te dis ouais, mais comment je vais rétribuer la personne qui l'a faite? Et c'est là que tu as eu un éclair de génie. Je sais que Laurent est en train de faire du teasing. Hein, si jamais pour ta gouverne, il y a tout le monde qui me dit on veut voir, on veut voir. Alors allez-y, cherchez sur Facebook Wicked Robot. Vous avez le droit de suivre la page, ça lui fera plaisir, ça fera des followers en plus. Vous allez pouvoir découvrir des modèles, mais rassurez-vous, on va vous les montrer. Et l'idée que tu as eue, c'est de te dire... Parce qu'il y a une question qui est venue aussi dans la chatroom. Est-ce que tu as une formation dans le design, dans le graphisme? Je crois que c'est le cas. Hein, tu vas me confirmer. Il a été faire appel à quelqu'un, un artiste à qui tu as confié carrément le design d'un de ses crânes. Oui, parce que en fait, justement, il y avait ces questions de ownership, j'avais pas envie qu'on me dise oui, mais finalement tu crées rien. Et puis comme moi, en modélisation 3D, je ne la sentais pas du tout, c'est un métier vraiment. Je me suis adressé à quelqu'un de ma région qui s'appelle Alain Schloup, qui est aussi un ami de longue date, et puis dont je savais qu'il faisait il est extrêmement talentueux, il faisait des choses assez géniales. Je lui ai donné comme défi de faire une lampe en forme de crâne. Le teasing est fini, voilà. Vous avez le droit d'aller sur la page Facebook. Et il y a quelqu'un qui vient de dire dans le chatroom, est-ce que tu imprimes du fromage suisse? Ça sera peut-être un des prochains défis, mais en attendant, allez voir les crânes. Et puis, parce que c'est une question super technique, je pense, sur laquelle il y a une réponse bien précise qui est attendue. Il y a 4 lettres qui me demandent quel logiciel polygonal ou surfacique ou volumique, je pense, pour la fin de sa question, tu utilises pour faire ça. Alors, Alain, qui est le designer, utilise ZBrush, qui est un logiciel de modélisation de personnages, de scènes, qui permet de faire plein de choses, mais qui est un logiciel hyper pointu de modélisation 3D. Il faut un permis pour faire aller ce machin. Ah, il faut une licence de pilote, ouais. Ah ouais. C'est complètement ésotérique, il y a des boutons partout, j'imagine. Puis la rencontre avec Alain, c'était quelqu'un que tu connaissais déjà. Pourquoi lui? Pourquoi le crâne? Pourquoi ce romantisme? On va le découvrir, rassurez-vous, ça vient. Alors la rencontre avec Alain, moi je savais qu'il faisait de l'impression 3D, de la modélisation depuis bien plus longtemps que moi.
Et puis lui avait cette ambition en fait d'avoir un atelier d'impression 3D. Lui est propriétaire d'une imprimerie et 2D. Donc et puis moi je me suis lancé. C'est un petit peu ma façon de procéder, je me lance toujours à fond et puis avec une courbe de progression qui est assez rapide. Une année après avoir dit à Alain que je me lançais dans l'impression 3D, ça y est, j'avais 10 machines. Donc lui était un peu épaté, même un peu jaloux parce qu'il avait aussi envie de se lancer dans l'impression en volume, enfin en quantité. Et puis, ça a été vraiment, on se suivait mutuellement. Et puis un jour, je me suis dit, je prends mon téléphone parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un truc tous les deux. Et puis ça a super bien marché. Moi j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, à force de prendre des trucs un petit peu de la communauté 3D qui marchait, dont on savait qui marchait assez bien, je me disais il va falloir faire un best-seller. Et je me dis tiens, pauvre Alain, je lui demande de faire une création et puis je lui demande que ce soit un best-seller d'entrée de jeu, c'est un peu lui mettre la pression. Il nous a sorti un truc mais pas possible et on en a vendu 10 fois plus qu'avant quoi. Vous l'avez toujours pas vu, mais moi je peux vous le confirmer. J'en ai acquis un. C'est juste incroyable. C'est super beau. C'est très très bien fait. Voilà, vous êtes obligé maintenant d'en acheter. Non, plus sérieusement, si je suis ici chez Laurent, c'est que j'avais envie de mettre un coup de projecteur à ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a fait encore 2 trucs complètement fous. Alors je rigole, mais c'est plutôt de l'humour admiratif que de la moquerie, puisqu'effectivement, il a donc non seulement réinventé un métier, puisque tout le monde lui a dit non, l'impression 3D, c'est du maquettage, c'est du prototype, c'est pas fait pour faire de l'usinage, c'est pas fait pour faire de l'industriel. Il est parti dans une voie qui n'est pas facile, c'est de créer de toutes pièces au lieu de copier-coller un modèle, parce que c'est très courant. Hein. Je jette pas la pierre quand on s'achète une imprimante 3D. J'en ai pas encore, mais probablement quand on commence, on utilise des modèles qu'on trouve sur Internet et on fait joujou avec ça. Il a fait les frais aussi. Et là, je vais sortir quelque chose qui va un petit peu vous parler. Il a fait les frais de tester aussi toutes sortes de matériaux, puisqu'on est dans du biodégradable. Si je vous montre ce maïs, c'est pas par hasard. Il vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et puis, comme si ça suffisait pas, pour donner encore plus de visibilité à tout ça, il est parti aux États-Unis faire une conférence de presse sur ce qu'il est en train de faire. Et là, du coup, Anne, qui n'est pas sur Facebook, qui me dit « Oh non, pas Facebook !» Eh bien, sache que tu peux retrouver les aventures de Laurent également sur Internet, puisque tu as lancé un Kickstarter. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi les États-Unis? Et puis peut-être revenir aussi sur le choix des matériaux. A priori, c'est aussi un élément important. Et là, je ne parle pas du Swissmade. On est en direct de Suisse, donc forcément, le Swissmade va de pair. Mais voilà, un mot peut-être sur le biodégradable, sur les matériaux. Oui, alors le type de filament 3D qui est utilisé pour imprimer nos productions, c'est le PLA, qui est donc en fait la matière première la plus utilisée dans l'impression 3D, parce qu'elle est facile à utiliser, elle supporte bien les impressions rapides. On a quand même besoin de rapidité pour imprimer en série. C'est donc le PLA, l'acide polylactique. C'est donc une matière première qui est un polymère issu de l'amidon de maïs. Donc on n'est pas du tout dans un produit pétrolier, on est dans un produit 100% végétal. Mais je rappelle, la plupart des choses qui sont imprimées en 3D sont imprimées en cette matière. C'est pas un défi. Tu veux dire que c'est monnaie courante que d'utiliser ce matériau? À quoi ça tient d'ailleurs que ce soit ça et pas autre chose? Alors, c'est plus adapté, c'est plus fiable, ça chauffe plus facilement? Oui, alors à l'origine, à l'impression 3D, il y avait beaucoup de choses qui s'imprimaient soit en PLA, soit en ABS. L'ABS était un petit peu plus solide. Le PLA était un peu plus facile, beaucoup plus facile à imprimer que l'ABS. C'est pour ça que la communauté puisque c'est un hobby technique et puis qu'il faut bien commencer par un certain apprentissage, beaucoup de gens se tournaient vers le PLA qui était très facile à imprimer. Maintenant, il y a d'autres matières qui cumulent un petit peu les avantages des deux, mais qui sont moins écologiques. Moi, je prends le parti de rester sur cet amidon de maïs qui est, somme toute, assez sympathique.
un bon matériau. Pour répondre à Anne qui vient de poser une question tout à fait ciblée, je te dis oui, Laurent travaille sur commande, puisqu'effectivement, bien avant d'être dans un épisode En direct de Suisse, je ne sais plus, on est dans l'épisode 7, saison 6, c'est pour dire combien ça date, eh bien Laurent est déjà passé dans moult médias ici en Suisse et à l'étranger. On va revenir d'ailleurs sur l'épopée américaine. Et oui, Laurent est de temps en temps sollicité par des marques, par des particuliers, par des gens qui ont envie de modéliser des objets spécifiquement sur mesure. Voilà, donc si jamais, si tu as envie de faire appel à ces services, je peux que t'inviter à le trouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet si tu n'as pas envie d'aller sur Facebook. On revient sur l'épopée américaine. Tu te mets en tête de démarrer une opération de crowdfunding et en même temps une conférence de presse, ni plus ni moins, aux États-Unis, à Los Angeles. Mais pourquoi ? Pourquoi, Laurent ? Mais pourquoi? Écoute, parce que peut-être que je suis un peu téméraire, c'est vrai, je l'avoue volontiers. Non, écoute, l'idée d'attaquer le marché américain, c'est un petit peu le rêve américain. La Suisse, on sait que c'est un tout petit pays, alors sans dénigrer du tout, parce que c'est un marché qui est très intéressant, 3 régions linguistiques, un pouvoir d'achat fort, donc un marché de test assez évident. Maintenant, c'est vrai que j'avais peur que le marché soit vite saturé, notamment sur la niche que représente mon produit actuel. Et puis, j'avais envie... Tu me rassures, il y en a plein d'autres dans le pipe qui vont venir. Mais tu avais peur d'arriver à saturation pour le marché. Oui, j'avais envie de voir de toute manière si c'était quelque chose qui allait culturellement fonctionner de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est vrai que c'était complètement fou parce que c'était sans s'imaginer la taille de ce marché. Et puis... c'est vrai que je me suis lancé un petit peu témérairement d'acheter un billet d'avion pour aller donner une conférence de presse dans un hôtel là-bas. J'ai pitché environ 400 journalistes 2 semaines avant de partir. Je me suis dit, advienne que pourra, les dés sont jetés. Je vous rappelle qu'en fait, si jamais pour préciser, il n'était pas attendu par des centaines de journalistes. Il a décidé de les convier à une conférence de presse. Moi, j'ai toujours cru que tu allais à une conférence de presse pour rencontrer plein d'autres Kickstarter. Non, toi, tu as créé tout ça de toutes pièces. Donc, rien que pour ça, chapeau, bravo. Et Kickstarter et cette épopée américaine, quid des résultats ? Oui, alors moi j'étais persuadé que les gens de médias, vois-tu Thierry, qu'ils étaient le cul sur une chaise en attendant les dépêches et les communiqués de presse, tu vois. Moi c'était un petit peu ma vision du truc. Je me suis dit, de toute façon, chaque média il y a un pigiste, il est payé à trouver des actes. Ça fait longtemps que t'es parti, toi, hein? Ouais, bah ouais. Enfin, j'étais jamais allé aux States, donc je me suis dit, tiens, ils ont besoin de matière, ces gens-là. On est sur un projet, sur un produit et une aventure qui est assez intéressante, donc ça va drainer de l'attention. Puis surtout, j'avais envoyé 10 emails en Suisse avec mon communiqué de presse et j'ai 3 médias qui ont répondu. Je me suis dit, je vais en envoyer 400 à Los Angeles et ça va être, je vais revenir soit en jet privé, soit millions de commandes. Soit comme un con, et puis c'est ce qui s'est passé. Je suis rentré un petit peu broucouille, comme on dit, mais bredouille. Mais bon. J'ai un mot qui rime avec bredouille, puisqu'il y a une proposition dans la chatroom d'un slip sévèrement burné. Donc je ne sais pas si les vêtements feront partie de tes nouveaux modèles. En tout cas, bravo pour cette épopée. Puis Kickstarter, peut-être pour revenir, alors pour ceux et celles qui n'auraient pas encore Internet chez eux, Kickstarter, comme Indiegogo, comme KissKissBangBang, comme WeMakeIt en Suisse, ce sont des plateformes de crowdfunding, de financement participatif. Pourquoi le financement participatif ? Alors, ça c'est intéressant aussi. Quand on fait quelque chose de nouveau sur le marché, quand on lance un produit qui est nouveau, il faut être attentif au feedback des gens. Il faut savoir ce qu'ils veulent, vraiment ce qui leur ferait plaisir de posséder comme objet. C'est pas évident de trouver une niche. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis assez vite rendu compte que c'était les gens qui allaient me dire ce qu'ils avaient envie de voir comme produit. Et c'est super parce qu'on peut réagir très très vite. Moi, je peux demander au designer de créer un nouveau projet en 1 semaine. On peut
on peut lancer une nouvelle production. Donc en fait, l'idée de Kickstarter, c'était de se dire, on lance un autre produit qui est ce crâne mexicain avec des petits... On le voit enfin, on le voit enfin. Et qui est illuminé de l'intérieur avec des LED et une télécommande. Quel placement de produit. Non, mais on va pas le cacher. D'ailleurs, je vais après te passer le micro et tu vas nous en parler plus en détail. On va mettre la deuxième caméra en route. Donc, en fait, typiquement, l'histoire de ce crâne, c'est des gens qui m'ont demandé est-ce que tu ferais pas des crânes par hasard. Puis, comme j'ai 3 personnes qui m'ont demandé un crâne la même semaine, je me suis dit c'est ça qu'ils veulent les jeunes. Donc je me suis dit faisons-le. Et dans l'idée du Kickstarter, souvent il y a des stretch goals, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vendu 300 pièces, on dit youpi, on vous propose un deuxième produit pour le prix d'un, ou alors on vous propose une fonctionnalité en plus dans le produit, c'est ça les stretch goals. Et l'idée c'était de mettre à contribution la communauté Kickstarter et de leur demander leur avis sur des nouveaux produits, et puis on aurait fait vite un prototype et on aurait lancé un truc pendant la campagne. Et puis il y avait un deuxième stretch goal qui était prévu. Malheureusement, le Kickstarter il plafonne un petit peu à $4 500 sur un objectif de 5000. Bon, il reste quand même presque 10 jours, tu m'as dit. Il reste 10 jours. Donc vous savez quoi faire, kickstarter.com/ alors, il faut chercher la petite mort. Oui, voilà, c'est vrai que c'est le nom de ce modèle. On va aller le voir en détail. Je vais laisser les commandes à notre ami Laurent. Voilà, je te passe le micro et je vais venir avec la caméra pour que tu nous parles en détail de ce crâne. Tu me passes le micro, d'accord, ok. Ouais. Alors, parle-nous des particularités de ce crâne. Oui, alors... l'idée c'est que c'est une calavera, donc un sugar skull. C'est en fait la forme d'art des Mexicains pour fêter le jour des morts. Donc c'est une allégorie un petit peu de la mort, du temps qui passe, qui est, si on regarde derrière, qui est transpercé de petits cœurs. Donc on a vraiment le côté love qui transcende le côté morbide en fait du crâne. Puis on y met une LED dedans qui vient éclairer le crâne et par transparence projeter des motifs en forme de cœur contre les murs, au plafond, etc. C'est assez chouette. On va peut-être pouvoir le montrer un petit peu mieux tout à l'heure. Je sais pas si je peux faire un petit setting comme ça et de mettre on prend le fonctionnement, ouais. Et si on peut éteindre la lumière, hein, voilà. Oh, c'est beau. Voilà, c'est un petit peu scabreux, je vais reprendre le micro. On va remettre la lumière. Voilà. Alors, effectivement, quand j'ai demandé à Alain de me faire un design sur le thème du crâne humain, il avait envie de partir sur quelque chose de rockabilly, d'un petit peu floral, il pensait à la rose, etc. Donc on est vite parti sur du mexicain. Et puis moi je suis quelqu'un d'assez romantique et ça existe encore, oui. Et ça me plaisait d'avoir cette allégorie en fait. Mort, temps qui passe, amour, je trouvais ça assez puissant. C'est une manière de transcender un petit peu le côté morbide
du crâne. Je te redonne le micro ? Oui, volontiers. Oui, les crânes mexicains sont joyeux, me dit-on dans la chatroom. Alors, il pleut des adjectifs, c'est magnifique, c'est super beau, ça donne envie. Hein, vous savez quoi faire, hein, puisqu'effectivement, vous connaissez le principe des opérations de crowdfunding, c'est d'accéder à des produits ou des services à des tarifs préférentiels. Alors, pourquoi je vous fais de la pub pour le travail de Laurent ? C'est parce qu'en fait, son travail est très joli, très beau. J'ai aucune espèce d'intérêt. Il y a quelqu'un qui demandait, tiens, tu gagnes des sous avec ton live? Non, j'ai juste, voilà, j'ai juste envie d'aller à la rencontre de gens que j'aime beaucoup. Et voilà. Il me promet un nouveau téléphone. Non, mais plus sérieusement, ben ça vaut la peine de parler de choses qui sont bien faites, réussies, parce que ce qui est fou dans cette opération, c'est qu'en fait, de nouveau, rappelez-vous, l'impression 3D, c'est pour du maquettage, c'est pour du prototype. Laurent a décidé de complètement réinventer ça en se disant non, je veux faire quelque chose d'industriel. Alors j'entends industriel, c'est un bien grand mot. On est ici dans une cave d'un immeuble avec une dizaine d'imprimantes. Reste que c'est beau. Il a fait appel effectivement à un artiste pour faire ça. Et quelqu'un disait dans la chatroom, ça doit intéresser d'autres artistes que de te proposer justement des designs, de faire d'autres modèles. Alors je sais que tu es en train déjà de bosser sur les prochains. Puis comment tu vas, si ça arrive ou si c'est déjà arrivé, comment tu vas accueillir le fait qu'il y ait peut-être, là peut-être aussi ce soir, des gens qui se disent ah bah tiens moi je vais te proposer un design pour réaliser un nouveau modèle. Oui. Alors, je parlais des stretch goals de crowdfunding tout à l'heure, et en fait, je me disais, si on arrive à je sais pas, 30 000 $, par exemple, l'idée, ça aurait été de faire une plateforme où les designers 3D puissent uploader leurs fichiers, les soumettre à un vote du public, et puis on pourrait produire en fait et mettre en vente leurs créations. Actuellement, les designers 3D, la seule manière qu'ils ont de monétiser leur travail, c'est soit la vendre à des industriels, soit vendre les fichiers pour que les gens puissent les imprimer à la maison. Mais il faut combler ce gap où on pourrait donc sur une plateforme qu'on pourrait créer pour mettre à disposition des designers une unité de production. Tu sais que ton idée me fait penser à une belle success stories français, puisque ça me fait penser à framboise.com. Okay. C'était en fait un designer, je crois qu'il était aussi graphiste, qui était aussi avec un gros avantage. Il avait une grosse communauté derrière lui de gamers. Et il s'est dit un jour, moi j'adore les t-shirts, et je vais proposer un peu à l'image de ton idée que chacun de nous puisse proposer un design. Et s'il y avait, je sais pas, au moins 50 personnes qui disaient moi, ce design, si vous faites le t-shirt, je l'achète, eh bien, il lançait la production. Le designer qui était à l'origine du motif se voyait payé et la prod était lancée. C'est devenu une success story tellement grosse que Spreadshirt, le fameux gros acteur allemand du t-shirt en ligne, a racheté cette plateforme qui était pour moi une de mes préférées puisque j'allais me fournir sur cette plateforme avec des designs qu'on allait voir nulle part. Donc c'est peut-être une idée à transposer. Ce serait excellent si on pouvait transposer ce business model. Je pense que pour les gens, pouvoir s'approprier les objets du quotidien, ça pourrait être vraiment la prochaine révolution. Je pense qu'on est vraiment dans une époque où depuis la dernière révolution industrielle, on est passé à la production en série, ça a changé la vie des gens parce que on a pu accéder à des biens de consommation standardisés à des prix accessibles. Et l'idée, quand je vends une lampe comme ça, $69 sur Kickstarter, c'est de dire voilà, la lampe, elle est moins chère que dans la grande distribution et puis elle est limitée à une série de 500 exemplaires. Enfin, pas forcément limitée, mais disons c'est le volume qu'on en vend. C'est aussi le côté un peu exceptionnel de se dire, voilà, il n'y en aura pas des centaines. D'ailleurs, comme je vous le disais, Laurent travaille déjà sur des nouveaux modèles. Alors, si quelqu'un dans la chatroom peut me faire le plaisir, parce que bien sûr, voilà, faute de réseau et de stress juste avant de démarrer ce live,
j'ai failli à ma tâche de vous préparer tout ça. Si vous trouvez l'URL du projet Kickstarter, la petite mort, pour pouvoir partager avec tout le monde, je serais ravi de pouvoir vous proposer de découvrir ce projet en ligne, de faire de vous des adeptes comme moi de ce modèle, puisqu'effectivement, voilà, vous pouvez, il reste encore une dizaine de jours pour profiter de cette campagne Kickstarter. Et puis, je vais voir s'il y a des commentaires. Ah oui, voilà, on me dit qu'effectivement, il y avait Faltassi qui faisait ce genre de projet. Si par exemple, par hasard, dans la chatroom, vous avez des envies d'entrepreneuriat, sachez que Laurent sera ravi de pouvoir vous entendre, vous accueillir, vous répondre. Si par exemple, pourquoi pas, l'idée de cette plateforme pouvait voir le jour, voilà, il est preneur. Il existe des fermes à Bitcoin, créons le principe de la ferme d'impression. Vous voyez, une très très bonne idée, tout à fait, exactement. La 3D top, mais trop lent. Eh bien voilà, la patience paye, Phil France. Je peux te garantir que ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, combien de temps faut-il pour imprimer un crâne, me demande-t-on dans la chatroom. Ça, c'est 4 lettres que je salue au passage, qui me posent la question. Alors il faut 24 heures pour imprimer un crâne, mais il faut savoir qu'une machine, une imprimante 3D, c'est pas très cher, hein. Ça prend pas beaucoup de place, ça consomme pas beaucoup d'électricité, donc on mise vraiment sur l'impression en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut très bien, on n'a pas de limite, hein. On peut avoir, là j'ai 10 machines, mais je vais bientôt en avoir 20, et puis on peut très bien en avoir 50, 100, il n'y a pas de limitation. Je pense que c'est bien de penser différemment et puis de ne pas se limiter au fait que l'impression 3D à la base c'était prévu plutôt pour du maquettage ou du prototypage. On n'avait pas besoin de se stresser, quoi. Non, on les met le matin et puis le lendemain matin on vient les rechercher et puis c'est sympa ce timing en fait. Tout à fait, mais le temps il est relatif, hein. Je veux dire, ces machines elles tournent jour et nuit et puis quand on fait on en est à 600 exemplaires à peu près. Donc quand on arrive à ce nombre-là, le temps on le remarque plus, hein. On vient chercher nos crânes le matin et puis on n'y pense plus. Donc il y a Joël qui vient de partager le lien sur Kickstarter. Merci à toi, c'est bien cool. Alors quand on parle d'impression 3D, on se dit voilà, on lance ça avant d'aller se coucher, puis on retrouve tout ça le lendemain matin. C'est pas aussi simple que ça. Je vais donner le micro, je vais le confier à Laurent. Il va nous expliquer ce que fait son collègue sur un crâne qui vient d'être imprimé. On va aller voir en détail le travail qu'il faut faire de retouche, de correction, peut-être même de réparation. Allez, je te laisse commenter ce qu'on va découvrir pendant que je prends la caméra en main. Ok. Alors, Stéphane, qui est notre chargé de la production et de la finition des crânes, là est en train de retirer les supports qui sont prévus pour la bonne tenue du crâne sur sa plateforme d'impression. Donc là, c'est une opération un petit peu barbare avec une pince, mais c'est prévu pour. Hein, c'est des supports qui sont pas imprimés, qui sont imprimés de manière très très légère sur le crâne. Donc là, il est en train de retirer ces supports et puis avec un cutter, il va nous retirer cette partie-là. Et puis, disons qu'on a environ 20 minutes de manutention par crâne, 15-20 minutes de finition. Donc là, c'est le retrait des supports. Puis ensuite, il va ébavurer le crâne, notamment au niveau des orifices en forme de cœur, ces petites découpes qui permettent de projeter l'ombre. Il va aussi les ébavurer parce que l'imprimante 3D qui fonctionne par couches successives des pots de plastique en fusion ne peut pas imprimer dans le vide. Donc quand on a ces petites formes en forme de cœur, on a forcément un petit retour à ce niveau-là où l'impression se passe dans le vide. Mais l'imprimante gère finalement assez bien ce genre de choses. Donc Stéphane, avec un cutter, une petite pince, va ébavurer un petit peu sa pièce. Puis ensuite, il va se servir d'une espèce de fer à souder à air chaud, qui est un espèce de décapeur thermique. Il va pouvoir chauffer les petits fils qui dépassent, les petites bavures.
et il va, au moyen d'un outil, lisser tout ça. Donc là, il le fait très très rapidement pour vous montrer, mais c'est un boulot d'environ une vingtaine de minutes par pièce. Donc c'est vrai qu'il y a 24 heures d'impression, il y a une vingtaine de minutes de manutention. On s'occupe aussi de faire une petite boîte pour l'électronique. Donc on a un module LED avec une batterie lithium et ce qu'il faut comme composant électronique pour faire fonctionner tout ça au moyen d'une télécommande. Donc on a créé un petit module en fait dans la même matière que le crâne, dans lequel on vient insérer la LED, la batterie, etc. Donc ça, c'est aussi Stéphane qui s'occupe du montage de ce module. Est-ce qu'au niveau du rendu, avant ce travail de retouche, est déjà top, est déjà suffisant? Parce que comme on le disait, comme pour le travail de la prothèse, tu as dû tester plusieurs types d'impression, plusieurs réglages. Combien de temps ça prend pour arriver à trouver le bon réglage, les bons matériaux, la bonne imprimante? Alors il faut environ une dizaine d'itérations du print pour trouver les réglages optimum. Il faut s'y reprendre effectivement à plusieurs essais pour obtenir une pièce qui va tenir sur son support, qui va s'élever correctement, qui va avoir une finesse au niveau du rendu de la surface qui est aussi acceptable au niveau d'un objet décoratif qui doit être esthétique. Et puis on a donc en fait un travail d'une semaine environ dans lequel on fait des allers-retours entre le logiciel et l'imprimante 3D. Et c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de prototypage il y a quand même, je dirais, un nombre de pièces minimum pour arriver à une rentabilité de l'impression 3D, parce que sinon c'est quand même beaucoup de boulot pour arriver à une bonne qualité. Donc tu vois, cette contradiction un petit peu entre prototype et production en série, elle est pas c'est pas si bête que ça finalement de produire une centaine, 200, 300 pièces, parce qu'une fois qu'on a trouvé les réglages optimum, il ne s'agit plus que de s'assurer qu'on a suffisamment de filaments dans la machine, que les buses sont en bon état, que la machine a eu la maintenance dont elle nécessitait. Et puis moi, je suis confiant, hein, après plusieurs mois de setup comme ça à 10 imprimantes, je suis absolument confiant que l'impression parallèle, ça va déboucher sur quelque chose de très très intéressant dans un futur très proche. Merci beaucoup pour ce moment super intéressant. Merci à vous dans la chatroom avec vos questions super précises, super ciblées. J'ai passé un agréable moment. J'ai encore appris des choses, même si on avait bien dégrossi le sujet. Merci à ceux et celles qui iront sur la campagne Kickstarter. Est-ce que tu peux nous dévoiler peut-être les idées de modèles et les futurs objets que tu as envie de développer? Je ne peux pas dévoiler les futurs modèles. On a quelques modèles dans les cartons qui sont... On a un ou deux crânes au stade de modèle 3D. On a quelques lampes décoratives au stade de modèle aussi. Et puis, on a aussi d'autres ambitions au niveau de la distribution et au niveau des plateformes. Je crois que je ne peux pas en parler encore aujourd'hui parce que c'est tout frais. On est obligé de te suivre sur les réseaux sociaux pour ça. Ouais, alors je suis assez bavard sur les réseaux sociaux, donc ça, il n'y a pas de problème. Vous serez de toute façon les premiers au courant quand il y a une actu. Ça, c'est... Alors, il y a Facebook, il y a la campagne Kickstarter. Est-ce qu'il y a un site internet également pour suivre tout ça? Oui, il y a un site web, c'est wikidrobot.ch. Maintenant, il est en mode Kickstarter, donc vous ne voyez pas grand-chose de plus sur le site que le crowdfunding. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce site, il est un petit peu il a plusieurs facettes. C'est-à-dire que aussitôt que la campagne Kickstarter sera terminée, il y aura beaucoup d'autres produits en vente dessus.
Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sortez vos Google. Je parle du moteur de recherche, bien évidemment. Tapez Wicked Robot, c'est marqué derrière moi. Vous tapez Laurent Genoux, vous tapez La Petite Mort. Vous retrouvez dans la chatroom le lien sur Kickstarter. Vous aurez tout pour bien faire. Si vous êtes plutôt site internet, plutôt Kickstarter, plutôt Facebook, vous avez le choix des armes. Je me réjouis de voir tes nouveaux modèles. Je te remercie pour l'accueil. Encore une fois, ben voilà, on était dans le sous-sol, tenu secret, dans un lieu caché, incroyablement bien planqué ici en Suisse. Mais je vous ai donné un indice, c'est dans la Gruyère, ce fameux très bon fromage que j'affectionne plus particulièrement et qui n'a pas de trou, pour chez amis français. Voilà, ben c'est le prix à payer pour le réseau, pour la qualité de la transmission. Mais sachez que tout ça, eh bien, une séance de rattrapage, puisque vous serez à même de revoir le replay, le partager, le commenter également. Vous le retrouverez sur thierryweber.com. Voilà, une seule adresse à retenir où vous aurez tous les liens. Je vous mettrai dans le descriptif de cet article toutes les références pour trouver les superbes créations de notre ami Laurent. Voilà, comme à l'accoutumée, je vous dis donc à très très bientôt si c'est pas avant. Et merci surtout à vous pour votre patience et votre compréhension pour le réseau, la qualité de réseau de ce soir. Et surtout, merci beaucoup. Il faut d'autres réseaux que Facebook. Oui, Anne, on a pensé à toi. C'est pour ça que je faisais la référence du site internet. Voilà. Et surtout, un grand merci à vous. Vous avez été super participatif. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Je vais challenger Laurent parce qu'en fait, on va essayer de faire quelque chose avec En Direct de Suisse. On va aller se balader. À défaut de tout de suite mettre en route le projet dont je vous ai parlé, qui est mon superbe van aménagé auquel j'aimerais donner vie, dans lequel j'aurai une newsroom mobile, eh bien pour le moment, je vais me déplacer avec ma petite voiture, ma 4G, mes téléphones portables, et peut-être que Laurent aura un nom, une idée, une personne à me conseiller. On fera ça d'émission en émission pour aller voir qu'est-ce qui se cache En Direct de Suisse avec les talents qui la composent. Allez, à très bientôt si c'est pas avant. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bye bye.